Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Kandolo, Léonie Kandolo, avec qui nous allons nous entretenir dans le cadre de cette émission RDC Action Impact. Vous menez des actions qui impactent la vie des autres dans ce pays. Eh bien voilà, vous avez un cadre où vous pouvez vous exprimer. C'est dans ce cadre-là que nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Léonie Kandolo, activiste de droits de l'homme. Elle va se présenter à vous et elle va nous dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et avec elle, nous allons également parler du gouvernement actuel et aussi de ce qui a été le mois de la femme. Madame Léonie, bonjour. Bonjour et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci de m'avoir invité à votre émission. Effectivement, je m'appelle Léonie Kandolo Omui. Je suis experte en genre, gouvernance et ressources naturelles. Bon, je travaille comme formatrice, coach et encadreur. Donc j'encadre les femmes, je les forme pour diverses organisations qui le souhaitent ou même les partis politiques. Donc c'est un petit peu ça que je fais et voilà. Madame Léonie, nous sommes au mois de mars, c'est presque la fin du mois de mars, le mois dédié aux droits de la femme. Que pensez-vous de cette journée du 8 mars? Ça vaut la peine d'avoir ce mois d'activisme? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je pense qu'il y a des journées, chaque fois qu'il y a une catégorie de personnes qui sont lésées, les Nations Unies leur ont donné une journée. Et quelque part, les droits des femmes étaient lésés durant des siècles. On va carrément parler de siècles. Et c'est pour ça qu'on a donné une journée spéciale pour reconnaître que les droits de la femme doivent être mis en avant. Il y avait notamment le droit de vote, il y a beaucoup de droits que les femmes n'avaient pas. Et qu'à partir d'aujourd'hui, elles sont mieux représentées. Mais une chose est certaine, c'est que le combat n'est pas encore arrivé à son terme, puisque la femme, qui est la majorité de la population de l'humanité, n'est toujours pas en majorité représentée dans les grandes institutions. Le thème choisi par notre pays pour cette année, comment vous l'avez jugé et comment s'est passé ce mois pour vous, activiste de droits de l'homme, mais aussi vous prônez l'égalité du genre. Comment s'est passé ce mois pour vous? Bon, disons que c'est un mois où nous avons beaucoup d'activités, nous faisons beaucoup de formations, beaucoup de conférences, beaucoup de coaching. Mais le thème qui était par rapport donc à l'accès à l'Internet, à l'accès aux médias, mais surtout au numérique, je pense que c'est un bon thème qui concerne essentiellement les femmes des villes, parce que quand on voit quand même d'abord l'accès à l'électricité au Congo qui n'est quand même pas toujours facile, l'accès aussi aux appareils, donc les Android ou les ordinateurs, ce n'est pas évident. En tout cas, globalement, nous avons, d'après les statistiques que j'ai lues, 32% des femmes en RDC ont des appareils. Donc c'est déjà pas mal. Et je pense que surtout pour les femmes qui sont dans des activités commerciales, les femmes qui sont en politique, les femmes qui sont dans la société civile ou qui ont des messages à passer, il est très important d'être connecté au numérique. La parité, homme-femme, un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement en termes de l'intégration, en ce qui concerne la participation de la femme? Bon, je pense que le nombre de femmes a augmenté. Je pense que nous sommes à 31 ou 32%, ce qui ne me convient toujours pas. Parce que pour moi, le mot parité, ça veut dire 50%. Donc, on a beau m'expliquer tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que ça s'améliore. Alors, ce qui m'a un peu surpris dans ce gouvernement, c'est peut-être le nombre, parce que nous pensions que le nombre allait baisser, et surtout l'augmentation du nombre des vice-premiers ministres et des ministres d'État. Ce qui va augmenter la charge, le poids financier du gouvernement. Donc c'est peut-être ça un petit peu qui m'a un peu surpris quand nous cherchons à réduire le train de vie de l'État. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que je peux avoir un peu de réserve. On a vu de nouvelles grandes pointures qui sont rentrées dans le gouvernement. Je ne peux pas juger avant d'avoir vu le travail. Il faut que je les voie à l'œuvre pour que je sache ce qu'elles sont venues faire dans le gouvernement et comment elles vont agir. Et surtout pour le bien de la population, parce qu'un gouvernement agit pour le bien des populations. Donc j'attends de voir, comme on dit en anglais, wait and see. Le pays est agressé. Pensez-vous que la priorité pour le gouvernement actuellement serait peut-être d'arrêter avec la guerre, l'instabilité à l'Est, ou de poursuivre avec le processus de l'enrôlement des électeurs et aussi les processus électoraux en général? Bon, vous savez,
En Afrique, on nous demande toujours de choisir entre le développement, les élections, entre la guerre et ceci et cela. Mais je vais vous dire qu'en 2006, il y a eu des élections, en 2011, il y en a eu, en 2018 également. Mais que la guerre existe depuis près de 30 ans en RDC. Donc, durant toutes nos périodes électorales, nous avions l'Est du pays qui était menacé, qui était agressé. Avant on disait que c'était des rebelles, maintenant on sait que c'est le Rwanda. Donc ce n'est pas une situation nouvelle. Je pense que avec le nouveau gouvernement, ils vont sûrement trouver des stratégies pour nous permettre d'avoir des élections en temps et en heure selon la Constitution. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais personnellement, moi je suis une personne, j'aime beaucoup le respect des textes, donc j'espère qu'il y aura des élections en décembre. Et c'est même si une partie de la population de l'Est n'arrive pas à se faire enrôler, parce qu'ils ne sont pas chez eux actuellement, ils sont déplacés, ils sont dans d'autres pays voisins, ils fuient et ils ne peuvent pas se faire enrôler. C'est une réalité. C'est à la CENI de trouver des solutions à ça. Et puis, c'est ça qu'on dit, on ne sait pas comment vont évoluer les choses avec le nouveau gouvernement, avec le nouveau ministre de la Défense, sûrement avec des nouvelles mises en place au sein de l'armée. Donc, pour moi, je pense que ce sont des signes positifs. Donc peut-être on est en train d'extrapoler, on pense et que les choses peuvent s'arranger. Peut-être avec quelques petits mois de retard, mais moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Déjà la volonté de vouloir faire des élections. Je dois rappeler que quand même en 2018, il y avait la guerre aussi. Donc les gens se sont enrôlés comme ils pouvaient. Bon, maintenant, vous avez eu l'enrôlement des Congolais de l'étranger en plus, ce qui est aussi quelque chose de très positif, parce qu'il est important que tous ceux qui sont Congolais puissent participer, en tout cas dans le choix de ceux qui vont les diriger. Je crois que c'est très important. Vous êtes société civile, nous avons parlé tout à l'heure de parité. Les élections sont en train de se préparer timidement, mais ça se prépare quand même. Comment faites-vous pour qu'il y ait plus de femmes qui puissent postuler ? Ce n'est pas à moi de le faire parce que ce sont les femmes politiques qui doivent avoir un engagement. Et moi, je dis toujours, d'abord, il faut, si vous avez envie d'être élu, il faut être dans les partis politiques. Parce qu'avec la nouvelle... Il y a aussi les indépendants. La nouvelle loi électorale n'est pas très favorable aux indépendants. Elle est plutôt favorable aux grands partis, puisque pour le degré d'acceptation d'une liste, par exemple pour les députés nationaux, il faut que la liste ait 300 candidats, c'est-à-dire 60% de la représentativité donc, du Parlement, c'est-à-dire 500 personnes. Donc c'est une loi qui est quand même très favorable aux grands partis, parce qu'un petit parti ne peut pas aligner 300 personnes, et de plus, il y a le coût. On paye pour chaque candidat, donc... si on est dans une moyenne de $1000, c'est quand même $300 000. Donc les petits partis vont être lésés ou ils vont faire des alliances. Alors pour les femmes, moi je dis toujours le vrai problème, hier on en parlait encore dans la masterclass, le vrai problème des femmes par rapport aux élections, c'est l'autonomisation, donc c'est-à-dire l'argent. Une femme qui veut se présenter aux élections doit avoir fait ses économies, doit avoir son petit pactole, doit avoir son petit commerce. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on va en politique ou on va dans... Oui, on va en politique pour gagner de l'argent. Non. Pour aller en politique, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire sa campagne. Une campagne dans les pays comme les nôtres coûte très cher. Même si je suis par exemple ici à Kinshasa, tu dis je fais ma campagne sur Lukunga. Mais est-ce que vous avez vu l'immensité et les déplacements que vous devez faire? Donc vous devez être autonome, vous devez avoir un véhicule, vous devez avoir de l'argent, vous devez pouvoir louer des salles, vous devez pouvoir payer vos équipes, vous devez avoir la presse avec vous, des communicateurs. Donc moi je crois que le plus grand problème de la femme, ce n'est pas ses capacités intellectuelles, ce n'est pas sa formation ni son expertise, c'est les moyens financiers, donc être autonomisée avant toute chose. Donc ça veut dire que les femmes qui n'ont pas les moyens financiers ne peuvent pas se présenter. Écoutez, moi je crois qu'il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions. Si vous avez, les élections, c'est une fois tous les 5 ans. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un, pas moi bien sûr, si quelqu'un a l'ambition de se présenter en 2028, il doit commencer à se préparer aujourd'hui. Ce n'est pas à 6 mois des élections que tu te dis où je vais trouver plusieurs milliers de dollars pour faire ma campagne. Parce que tu as les $1000 de dépôt, plus tout ce que tu dois faire. Ça veut dire que les gens aussi te connaissaient déjà. Donc ça veut dire que tu avais déjà des activités dans tes bases. Donc ce n'est pas quelque chose pour moi qui peut s'improviser. Et comment peut-on faire justement pour prendre cette femme rurale qui a des bonnes idées, qui aimerait bien se battre pour sa communauté,
pour la sortir de l'ombre? Que fait la société civile notamment, je ne sais pas moi, les communautés de base à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous menez comme activité? Non, mais moi je crois que dans les communautés de base, il y a beaucoup, d'abord, toutes les élections, il y aura des élections aussi au niveau des chefferies, etc. Donc, les femmes en général, dans les communautés de base, se distinguent beaucoup. Parce qu'elles sont connues, parce qu'elles sont dans les ONG, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles s'impliquent dans l'éducation des enfants, dans la formation. Donc, je pense que le travail de la société civile, c'est de former, d'ouvrir les yeux, d'éveiller, la vulgarisation des lois, et la vulgarisation des lois essentiellement, pour que les gens se les approprient. Mais je pense également que l'État a sa part, parce que l'État doit éduquer. L'État doit donner les moyens pour que les lois soient divulguées, que les gens puissent les connaître. Ça, c'est le travail de l'État. Donc, il ne faut pas mettre tout sur le dos de la société civile. La société civile ne vient qu'en aide à l'État. La société civile ne peut pas se substituer à l'État. Voilà. Et maintenant, là, ma préoccupation, c'est que vous êtes dans la société civile. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'après les élections dans ce pays, c'est toujours la fraude. Tout le monde va décrier la fraude, tout le monde va crier tout haut pour dire qu'il y a eu fraude. En tant que société civile, quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place justement pour éviter après qu'on puisse dire qu'il y a eu fraude électorale? La société civile ne peut s'organiser par rapport aux élections que par rapport au texte de loi. Donc c'est l'observation électorale. Le grand travail de la société civile, c'est l'observation électorale. Et dans les cas présents, donc c'est l'observation électorale à long terme. Parce que les gens pensent que l'élection électorale commence le jour des élections. Non. Normalement, on doit être impliqué dans tout ce que fait la CENI. Dans l'enrôlement des électeurs, avant même l'enrôlement des électeurs, parce que le travail des observateurs, quand une CENI des élections a été proclamée, directement l'observation doit commencer. Donc c'est sur tout le cycle électoral. Et il faut qu'on disponibilise des moyens aussi financiers pour qu'on puisse aller dans les communautés de base et dans les quartiers. Parce que quand on voit communauté de base, on a toujours l'impression qu'on se retrouve à Ekafela ou à Ubundu. Non, même dans nos villes de Kinshasa, il faut aller dans les bases, dans les communes, à Bumbu, à Selemba ou à Kingasani, etc., pour que les gens comprennent pourquoi ils votent. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il est votre ami, on ne vote pas quelqu'un parce qu'il est de votre tribu, on ne vote pas quelqu'un parce que Azapir, à Vieux Nayo, non, on vote quelqu'un parce qu'il a quelque chose à vous proposer. Et quand les gens reviennent pour vous pour la deuxième fois, vous devez regarder, est-ce que ces gens ont travaillé pour nous durant leur mandature, surtout pour les députés. Il y a beaucoup de députés qui ne rentrent même pas dans leur territoire d'origine ou dans leur commune d'origine. Par exemple, vous savez, moi je suis toujours surprise, j'habite Lukunga, mais si vous me demandez le nom de tous mes députés, je ne les connais pas. J'en connais peut-être 2 ou 3, mais les autres, on n'en entend pas parler, ils ne font pas signe, ils ont une voix. Mais ils n'ont jamais dit, tiens, on fait une activité pour nos électeurs. Donc tout ça, nous devons nous poser des questions sur les gens que nous votons. Donc vous dites que pour la fraude, pour éviter la fraude électorale, on doit faire un travail et c'est s'organiser comme observateur. Absolument. Et aussi comme témoin. Mais le témoin ne dépend pas de la société civile. Le témoin dépend du parti politique. Donc il y a deux choses qui se font au moment des élections, qui observent comment se déroulent les élections, en tout cas le jour des élections. Les observateurs, ils sont là pour la société civile, et les églises, les grandes ONG, etc. Et les témoins. Mais les témoins, eux, dépendent des partis politiques. Donc, eux, ils n'ont rien à voir avec la société civile. C'est pour ça que nous encourageons les partis politiques et tous les candidats à avoir leurs témoins dans les bureaux de vote pour qu'ils puissent contrôler. Donc vous avez à la fois le contrôle de l'observation et le contrôle du témoin. La différence, c'est que l'observateur ne peut pas parler de proclamer. Il ne peut dire qu'il y a eu des irrégularités, des choses comme ça, mais il ne peut pas citer les gens qui ont été élus. L'observateur n'a pas ce droit-là. Tandis que le témoin, il peut dire, dans mon parti, tel a eu autant de voix, tel a eu autant de voix.
ce qu'un observateur ne peut pas faire. Parlant des observateurs, vous avez posé un problème des moyens, mobiliser les moyens pour permettre qu'ils puissent avoir des observateurs un peu partout. D'où viendront ces moyens? Par exemple, ça peut provenir de quelle structure, je sais pas. En général, les observations, les grandes observations électorales, vous avez les grandes observations qui dépendent des églises. L'église catholique, l'église protestante, je crois d'ailleurs qu'ils se mettent ensemble. Puis, il y a des financements, qui sont souvent des financements étrangers, on doit le reconnaître, où il y a de l'observation électorale, par exemple l'observation nationale de la société civile. Oui, moi je me rappelle qu'en 2011, j'ai dirigé une mission d'observation, mais qui était une mission d'observation qui regroupait seulement des gens de la société civile. Mais il faut des gros moyens financiers, parce qu'une observation électorale, c'est beaucoup d'argent. Nous, on conduisait une mission électorale qui regroupait 10 000 personnes, mais c'est 10 000 personnes qui doivent avoir des téléphones, qui doivent être équipées pour pouvoir interagir très rapidement. Donc ça veut dire que l'observation, parce que je voulais revenir par rapport aux confessions religieuses. Jusqu'ici, s'il y a eu observation dans ce pays qui a été remarquable, c'est peut-être celle des confessions religieuses. Non, je crois qu'en 2011, l'observation de la société civile a été très active. Et même en 2018, l'observation de la société civile a été très active. Disons que la voix qui porte beaucoup, c'est celle ce sont des églises, parce qu'ils ont eu des gros moyens. Et puis bon, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont eu de gros moyens de qui? Ça, ce sont toujours les partenaires. Tout le monde est financé par l'extérieur. Donc, il n'y a pas de financement interne pour l'observation électorale. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Madame Léonie Kandolo, candidate aux élections qui se pointent à l'horizon? Oh que non. Je ne suis pas candidate, vraiment, ce n'est pas dans ma vision pour le moment. Mais pourquoi? Bon, et moi je crois que chaque chose a son temps. Moi j'ai été candidate une fois, c'était en 2006. Pour les élections, mais je vivais encore au Katanga et j'avais travaillé là toute ma vie. Donc quelque part j'avais une reconnaissance, etc. Mais après ça, vous faites d'autres choses. Et puis moi, quand je parle de renouvellement, ce n'est pas l'âge. Il faut des personnes peut-être qui ont d'autres ambitions. Il faut laisser les ambitions s'épanouir. Il faut laisser les choses... Non, moi personnellement, en tout cas, comme candidate, non. Je crois que je peux faire d'autres choses. Parce qu'on dit toujours la société civile... Non, la société civile, c'est un engagement politique. Puisque vous prenez des décisions, vous voulez faire changer les lois, vous voulez le respect de la Constitution. Mais dire que je vais me présenter comme députée, non. Non. On va peut-être terminer cette émission. 3 noms dans le nouveau gouvernement: Mboussa Nyamwisi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui vous inspire, ces 3 personnalités? Comme je vous ai dit, wait and see. Ce sont des grosses pointures. Ce sont des gens dont on attend énormément vu les postes qu'ils ont occupés. Ils occupent, parce qu'ils ne vont pas les occuper, ils les occupent. Ils ont fait des remises et reprises. Donc maintenant, on attend de voir ce qu'ils vont donner à la République. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi, pour toi, pour le peuple congolais. C'est ça que moi je veux savoir. Mais je suis toujours... vous savez, moi je suis une personne plutôt optimiste. Je préfère voir le bon côté des choses. Donc je me dis que si on les a mis là, il y a certainement des raisons. Ils ont sûrement une expertise qui pourra être utilisée, mais toujours en faveur du peuple congolais. Le mois de la femme touche à sa fin. Un mot par rapport aux femmes qui hésitent encore à s'engager en politique ou dans des mouvements citoyens qui peuvent aider la population à aller de l'avant? Vous savez, moi on dit le mois de la femme, moi je dis c'est le jour de la femme. Moi c'est tous les jours mon jour. Chaque fois que je me lève, c'est mon jour. Comme c'est le jour des hommes, comme c'est le jour des enfants. C'est le jour de tous les citoyens chaque jour. Moi je pense que quand on a envie de faire quelque chose pour son pays, il faut s'engager. Il ne faut pas avoir peur, mais seulement il faut bien se préparer avant de vouloir se lancer. Un mot de la fin peut-être, Madame Léonie? Je vais dire que c'était un plaisir d'abord d'échanger avec vous, parce que le débat a été très large. On ne s'est pas arrêté au mois de la femme. Et je pense qu'il est important que quand on parle avec des femmes, on interviewe des femmes, on sort du carcan uniquement femmes. Parce que là, on a parlé du gouvernement, on a parlé d'autres choses. Et les femmes sont capables de parler de beaucoup de choses. Elles sont engagées dans beaucoup de choses. Et je crois que c'est important. Mais je dis à toutes les femmes, quand vous avez des ambitions, il faut les exprimer. Préparez-vous pour pouvoir les réaliser. Voilà, ce serait ça que je dirais. Et surtout aux gouvernants, attention, nous représentons 52% de la population. Merci beaucoup, Madame Léonie.
Mesdames, Messieurs, cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivie. À la prochaine.